Bonjour à tous, c'est Aurélie et bienvenue sur ce nouvel épisode d'Insomnie hors de mon lit. Vous êtes sur le podcast des insomniaques qui souhaitent reprendre leur sommeil en main de façon naturelle. Et aujourd'hui, sans grande surprise pour ceux qui ont lu le titre, je vais vous parler des routines. C'est un sujet qui me tient à cœur parce que finalement les routines, je vous en parle en filigrane tout au long de mes podcasts, donc très très régulièrement, et ça me paraissait important de faire un épisode dédié aux routines, à la façon dont on va mettre en place les routines. Enfin, on va rentrer dans le vif du sujet dans quelques instants, parce que derrière la simplicité du terme routine, en fait, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses à dire, et vous allez voir que à la fin de cet épisode, il y aura peut-être des choses aussi qui vous paraîtront plus claires et en tout cas plus accessibles. Alors c'est parti. Donc pourquoi parler des routines ? Parce que sortir de l'insomnie, c'est un cheminement. Ça peut demander du temps, notamment en raison du fonctionnement de notre cerveau, qui va se décrire finalement par des processus complexes et longs à modifier. C'est vrai pour les angoisses, par exemple, l'angoisse de la nuit, les ruminations, mais aussi pour les habitudes. Ça prend du temps de remplacer des habitudes qui vont être délétères au sommeil par des habitudes qui sont favorables au sommeil. Donc finalement, tout ça pour dire, c'est que le chemin mental pour ancrer de nouvelles routines ne va pas simplement résulter de la volonté à un instant T. Et déjà, d'en avoir conscience, c'est un premier pas. Et ça, c'est quelque chose que j'avais déjà évoqué dans un podcast précédent qui s'intitulait justement « Le bon état d'esprit pour sortir de l'insomnie chronique ». Aujourd'hui, ce que je voudrais vraiment faire, c'est rentrer dans la technique, dans le fonctionnement du cerveau par rapport notamment aux routines, car je le répète, c'est la mise en place de routines qui peut être complètement déterminant pour sortir de l'insomnie chronique. Ce que j'ai appris sur le sujet, je le dois en grande partie à mon compagnon qui, dans son activité, décortique les neurosciences pour comprendre le fonctionnement du cerveau et ses besoins, et ainsi aider les professionnels à booster leur performance au travail. Alors aujourd'hui, bien sûr, je ne vais pas vous parler de performance ou d'activité professionnelle, mais finalement, les connaissances, elles sont complètement transversales. Et dans la mesure où c'est Jérémy, donc mon compagnon, qui m'a inspiré ce podcast, je me suis dit que plutôt que de simplement vous faire part de ces informations, il serait peut-être plus judicieux, peut-être plus intéressant pour vous aussi, que ce soit lui, directement, qui vous en parle. Donc, ce n'est pas à proprement parler un interview aujourd'hui, mais plutôt une rencontre de 2 podcasts qui vont vous éclairer sur cet aspect de la mise en place des routines. Donc Jérémy, bienvenue sur le podcast. Merci de m'accueillir. Alors, aujourd'hui, on va voir qu'est-ce qu'une routine, pourquoi c'est important, comment on met en place une routine. Tu vas aussi nous expliquer comment finalement on casse une routine, comme je le disais en introduction, qui finalement s'avère être une mauvaise habitude, pour ensuite remplacer par de meilleures habitudes. Et pendant qu'on y est, il y a aussi un autre élément qui est toujours lié au cerveau, mais qui n'est pas en lien direct avec les routines, que tu souhaitais nous partager. Donc, restez bien tous jusqu'à la fin, car c'est un élément que j'ai pas pu encore vous détailler sur le podcast, mais je suis sûre que ça va vous intéresser, de par sa simplicité déjà, mais surtout son efficacité. Donc c'est la petite surprise, Jérémy, que tu nous réserves pour la fin du podcast. C'est ça, la petite cerise sur le gâteau. Exactement. Eh bien écoute, je vais te laisser la parole pour déjà nous expliquer ce qu'est une routine. Alors une routine, c'est un ensemble d'éléments qu'on va faire tous les jours, à une heure donnée, que l'on va répéter tous les jours de la semaine tout simplement. Et le cerveau en fait aime les routines de base. Pourquoi ? Car le cerveau, il faut le savoir, c'est un peu contre-intuitif, mais plutôt radin au quotidien. En fait, le but du cerveau, c'est assurer notre survie. Et pour ça, il ne veut pas dépenser d'énergie inutile. Et en fait, plus on va faire des routines, plus on va s'habituer à faire des mouvements au quotidien, des actions au quotidien, plus on va renforcer nos connexions neuronales. Et à partir de là, le cerveau aura moins d'énergie à déployer pour faire la routine en question. Ah, donc tu parles d'être radin en énergie, en fait. Radin en énergie, ça. En fait, le cerveau ne veut pas gaspiller l'énergie inutilement. Car pour lui, une perte d'énergie au quotidien est un risque de mort en quelque sorte, sans l'hériter un peu de l'évolution. Oui, parce que finalement, le cerveau, c'est lui qui utilise une grande partie de notre énergie, même si on s'en rend pas forcément compte. On a l'impression que c'est le corps, je veux dire la partie musculaire, mais finalement... Non, c'est le cerveau qui prend 20% de l'énergie complète du corps, ouais. Alors qu'il représente 2% de sa masse totale. Ouais, ok. Donc voilà ce qu'est une routine. Le cerveau est radin et une routine permet d'économiser de l'énergie pour le cerveau, ce qui est bénéfique pour lui et pour nous. Tout simplement. Donc est-ce qu'on peut parler aussi de la zone de confort ?
Oui, effectivement. Justement, vu que le cerveau dépense moins d'énergie, il connaît ce qu'il entoure, il connaît la routine, il maîtrise la routine. Du coup, il est à l'aise. Donc, il n'y a pas de stress et pas de cortisol, notamment, qui est libéré, contrairement à la mise en place d'actions qui sont un peu disparates, aléatoires et chaotiques au quotidien. Où là, on n'a pas réellement, le cerveau n'a pas de projection par rapport à ce qu'il va se passer suite aux actions qui sont chaotiques. Contrairement à une routine qu'il maîtrise complètement, il connaît ce qui se passe de A à Z précisément. Donc, il n'y a pas d'anticipation d'éventuels risques potentiels pour lui. Donc, effectivement, dans une zone de confort, qui dit zone de confort, dit pas de cortisol. Et qui dit pas de cortisol, dit potentiellement des meilleures nuits par la suite. Là, c'est ton sujet, par contre. Oui, effectivement. Mais du coup, toi, le cortisol, finalement... Je connais le cortisol aussi et ses impacts. Voilà, dans le sens où le cortisol, enfin, c'est ça, je le dis souvent sur le podcast, mais ce n'est pas que l'hormone du stress en tant que telle, c'est aussi l'hormone de l'éveil, c'est l'anabolisme, c'est le déstockage des sucres, voilà, il y a beaucoup d'éléments liés au cortisol, bien sûr. On peut en parler dans différents domaines, effectivement. Donc finalement, là, ce que tu dis, c'est que on peut réussir à faire baisser son taux de cortisol, justement en ayant des habitudes et en ne stressant pas le cerveau à devoir faire des choix c'est ça. Pour chaque action qu'on doit faire dans notre journée. Mais alors finalement, une routine, ça peut... Alors tout à l'heure, tu disais que c'était forcément à une heure donnée. C'est le cas ou c'est le fait d'avoir un enchaînement précis, en fait? Les deux existent, pardon. L'heure donnée existe, par exemple le matin pour ta routine matinale, te lever, faire un automassage, manger, te laver, aller au travail. Moi, le cerveau sait précisément ce qu'il a à faire dès le réveil jusqu'à ce que tu partes. Mais également, ça peut être dans la mise en place de processus au quotidien. Par exemple, quand tu cuisines, t'as ta routine. Tu mets tout sur ta table, tu mets tes légumes à droite, à gauche, tes couteaux, etc. Tout est prêt. Au moins, t'as ta zone de confort qui est prête. Ah, ça va jusque-là. Donc, ça peut aussi être précisément un processus que tu mets en place, effectivement. Ouais. D'accord, tout processus C'est une zone de confort, c'est une routine pour le cerveau. Du moment que le cerveau sait où il va, on peut apparenter ça à une routine. Ok, ça marche. Alors, du coup, là, tu nous as expliqué finalement en quoi c'était important, parce que ça sécurise le cerveau, on est dans la zone de confort, on dépense pas d'énergie, donc voilà, le cerveau, il est bien, il est content. Il est content, il est heureux. Il est heureux, il est sécurisé exactement. plutôt, en fait. Et du coup, la question qui va nous intéresser maintenant, c'est finalement comment on met en place une routine. Et comme ça, après, on verra comment on fait pour remplacer des routines qui ne seraient pas favorables, et là on parle de mauvaises habitudes, en routines qui seraient favorables. Mais déjà, comment, dans le cerveau, au niveau processus, comment ça se met en place une routine? Est-ce que tu auras un exemple de routine à mettre en place pour un insomniaque qui pourrait l'aider justement à sortir de l'insomnie? Qu'on pourrait prendre justement comme exemple, comme fil conducteur pour... Par exemple, je parle très régulièrement de méditation, de cohérence cardiaque ou même des étirements ou de la lecture. Alors, on va pas trop complexifier, mais on peut imaginer de se dire que la routine, par exemple, on rentre du travail et on se fait 5 minutes de cohérence cardiaque et par exemple 10 minutes de méditation. Ça, c'est déjà une routine. C'est déjà une routine, mais c'est déjà beaucoup pour commencer. Ah, c'est déjà beaucoup. Ouais. En fait, l'erreur que font beaucoup de personnes, c'est vouloir faire trop d'un coup. Typiquement, c'est comme les bonnes résolutions que tu prends en fin d'année. Tu dis, je vais faire ça, à chaque fois, ça échoue. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup trop pour le cerveau. Faut mieux commencer tout doucement, petit pas par petit pas, dire, je fais 5 minutes de cohérence cardiaque par jour. La méditation, on verra après. Mais déjà, tous les jours, je me tiens à 5 minutes. Peut-être que je passerai à 10 après, potentiellement. Pour l'instant, mon but, c'est 5 minutes par jour, régulièrement, toute la semaine. Et je m'arrête là. Et plus tu vas justement y aller pas à pas, plus tu vas renforcer les connexions neuronales dans ton cerveau. En fait, c'est simple. Grosso modo, dans ton cerveau, tu as des neurones qui sont reliés entre eux ou pas reliés entre eux. D'accord? Et quand tu crées une habitude, un circuit va relier les deux neurones qui sont à la base pas reliés. Je fais ça très grossièrement, bien évidemment. Et plus tu vas ancrer ton habitude, plus tu vas la faire tous les jours, petit à petit, plus le circuit va se renforcer. Et plus le message va passer plus facilement du cerveau. Ah, quand tu dis le message, quand tu dis que le chemin se renforce, ça veut dire que le message, il passe plus vite. Il passe plus vite, et plus, tout le temps. En fait, c'est ça, c'est comme un chemin de terre au début. Plus les gens le prennent, plus le chemin se creuse. Et après, le chemin va le paver. Après, on en fera une route. C'est exactement pareil, en fait. L'autre analogie que j'aime bien citer, c'est le trait dans le sable. Quand tu passes avec un bâton dans du sable, au début, c'est assez fin. Plus tu vas passer, plus le trait va créer un sillon. Et à la force, c'est la meilleure pour passer dedans, peut-être, je sais pas, mais plus le message vraiment sera profond et ancré, et plus le chemin va passer facilement par ce chemin-là. Ok, donc c'est comme ça que se créent les routines de base. Mais c'est finalement, ça, exactement. Par exemple, sortir de table, aller se laver les dents, c'est déjà une routine en fait. Ce sont des choses qu'on fait c'est ça, inconsciemment sans quasiment. réfléchir. Donc pas d'énergie dépensée pour le cerveau. On revient à ça une nouvelle fois. Ok, ça marche. Donc là, du coup, ce que tu conseilles pour, on va dire, intégrer de nouvelles choses dans le quotidien, c'est d'y aller lentement, mais par contre de le faire tout le temps à la même heure ou alors tout le temps à la suite de quelque chose qui est déjà une routine. Plutôt à la suite de quelque chose, effectivement. L'exemple du lavage de dents, c'est une très bonne chose parce qu'on le fait tout le temps. Les gens sortent de table, se lavent les dents. Et après, on peut directement dire, après m'être lavé les dents, je fais ça.
Moi, c'est dans la continuité. T'as un repère. Le repère, c'est je me lave les dents. Après, je médite. Au moins, t'as une base qui est précise, qui te lance par rapport à ta future routine que tu veux implémenter au quotidien. Donc c'est vrai que c'est intéressant. Et donc du coup, c'est... Parce que par exemple, on pourrait très bien se dire, moi, mes 5 minutes de cohérence cardiaque, je les fais dès que je peux dans la journée, quand j'ai le temps, entre 2 trucs. Mais finalement, ça, c'est pas une routine. Ça peut être une routine si tu le fais tous les jours, mais c'est beaucoup moins facile pour le cerveau de lancer cette routine-là, en fait. Parce que tu as des choses plus importantes à faire. T'as un coup de fil à passer, t'as un rendez-vous, t'as un appel, les réseaux sociaux, du boulot. Tu vas pousser sans cesse potentiellement jusqu'à arriver tard le soir où tu le feras plus. Contrairement au lavage de dents où tu te dis je me lave les dents, je le fais. C'est acté. Je me réveille, je fais ça. Il est 11h pile, je sais pas, j'arrête tout, je fais ça. Et donc, quel est le mieux? C'est de se dire que je fais ça à telle heure ou que je fais ça après telle chose? Finalement, c'est peut-être une question bête, mais... Après telle chose. Il vaut mieux être après telle chose plutôt que de se fixer une heure. Il faut mieux bloquer une routine sur une routine déjà présente, en fait. D'accord. C'est beaucoup plus simple. C'est plus simple ou c'est plus efficace? Plus simple et plus efficace. D'accord. C'est un raccourci que tu fais au niveau du cerveau, en fait. Tu fais une liaison entre 2 éléments. Je me lave les dents, je médite. Au moins, t'as un point de repère qui est précis. L'heure, c'est pas un point de repère qui est précis. Ah bon, tu j'aurais travailles. plutôt pensé l'inverse. Maintenant, quand tu bosses, des fois, t'es dans le flow, t'as l'impression de bosser 10 minutes, tu bosses 1 heure. Ça peut arriver. Du coup, t'as passé ton heure pour ta routine. Ok, donc on va ancrer les actions qu'on veut faire dans notre quotidien, on va les ancrer petit à petit, donc en n'allant pas trop vite. Finalement, à quel moment, toi, tu penses que l'on peut étendre? Donc là, tu me disais, faire 5 minutes de cohérence cardiaque et enchaîner avec 10 minutes de méditation, c'est trop pour commencer. À partir de quel moment on se dit, bah là, c'est bon. Je peux rajouter quelque chose de plus, parce que si tout prend 3 mois, en gros, on n'est pas prêt de commencer à méditer, enfin juste pour reprendre l'exemple qu'on a cité depuis le début. Alors que finalement, il y a plein de choses qu'on peut mettre en place et qui vont avoir des répercussions directes et importantes sur le sommeil. Justement, c'est ce dont je parle sur le podcast épisode après épisode. Et il faut pas attendre 6 mois pour le faire, il faut vraiment mettre en place les choses le plus rapidement possible. Donc du coup, c'est quoi que tu conseilles? C'est de se fixer un temps, par exemple, pendant 1 semaine, je fais ça, ensuite la semaine d'après, je rajoute ça. On peut essayer d'implémenter plusieurs choses, mais pas à la suite, je dirais. Tout simplement. Donc méditer et faire la cohérence, effectivement, tous les jours, mais à des horaires différents potentiellement. Je pense que c'est là le plus intéressant. Mais complexifier en disant directement je fais ça, puis ça, ce qui me prend un quart d'heure d'un coup, plutôt que 2 fois 7 minutes, 2 fois 5 minutes, peu importe, c'est beaucoup plus taxant pour le cerveau. Donc effectivement, tu dis le matin je médite, l'après-midi je fais ma cohérence cardiaque, là c'est logique. Mais si tu dis par contre je rentre du boulot, potentiellement les enfants, il y a la nourriture à préparer, il faut que je médite, je fasse ma cohérence. Là, c'est plus compliqué. Ouais, donc tu veux dire pas forcément, donc pas faire au même moment. On est sur des petits pas encore une fois en fait. On est sur des petits pas, mais du coup dans la journée il peut y avoir plusieurs petits pas. Il faut juste pas qu'ils soient pas une dizaine non plus, mais 2, c'est pas non plus déconnant d'implémenter 2 choses à la fois. Mais avec un écart. Le matin, l'après-midi, c'est une bonne solution. Et du coup, quand on préparait un petit peu cet échange, qu'on en avait discuté tous les deux, tu me disais qu'il fallait quand même un certain temps pour que réellement le sillon là s'ancre complètement. Oui, réellement que la connexion, que le lien se passe bien. Soit routine finalement. C'est ça. Tu peux nous en dire plus là-dessus? Tout le monde parle de 30 jours en général pour avoir une nouvelle habitude, mais au niveau réellement des neurosciences, au niveau neuronal, c'est 90 jours de suite. De suite, ouais, 90 ça peut jours paraître assez de long, suite. ouais. Déjà 30 jours, on a déjà une bonne base. 90% du travail est fait en 30 jours. Mais au bout de 90 jours, réellement, la routine est ancrée en soi, pardon. Et en fait, comment on remarque qu'une routine est ancrée en soi, c'est quand le fait de ne pas la faire nous pose problème. Ouais, voilà. En fait, c'est un petit peu ça que je voulais te demander tout à l'heure, à savoir à partir de quel moment réellement on peut se dire c'est bon, c'est acquis. Typiquement, quand tu ne fais pas la routine, quand elle est acquise, tu ressens un manque par rapport à l'absence de la routine. Et là, ça pose problème. Là, tu vois réellement que la routine a été implémentée. Si c'est plus compliqué pour toi de ne pas la faire que de la faire, là, elle est ancrée. D'accord, le point de bascule, il est là, et il se situe à peu près à 90 jours. Quand tu commences, en général, c'est plus compliqué de la faire que de ne pas la faire. Mais au bout de 90 jours, logiquement, déjà au bout de 30 jours, c'est déjà quand même déjà bien ancré, mais au bout de 90 jours, c'est plus compliqué de ne pas faire la routine que de la faire. Et donc, je sais pas si t'as des billes là-dessus, mais là, tu dis d'affilée, ce qu'on peut tout à fait comprendre, mais après, la vie est ce qu'elle est, et on a toujours des aléas, des imprévus à un moment donné. Si on arrête de pratiquer notre routine pendant un jour, qu'on reprend le lendemain, ça repart de zéro? Ça repart pas de zéro, mais il faut pas se dire que on loupe 2 jours, ni 3 jours. Il faut pas qu'un loupé soit le prétexte pour plusieurs loupés, en fait, si tu préfères. Parce qu'après, c'est foutu. Et limite, faut mieux faire, en fait, tu parles de la méditation notamment, il faut mieux faire 5 minutes de méditation plutôt que ne rien faire.
J'ai une petite fenêtre de tir, je fais 5 minutes au lieu d'un quart d'heure. Au moins, les 5 minutes sont faites. On casse pas la routine. Elle reste en place. Même si c'est moins longtemps, on garde au moins la logique de dire je m'assois, je me mets ailleurs, je me mets dans le noir, je médite. Même si c'est que 2 minutes, peu importe. C'est toujours plus bénéfique, plus intéressant que de louper une journée. Ça peut arriver, mais c'est plus intéressant d'avoir ça en compensation. Ok. Et l'autre astuce également que je voulais rajouter, parce que tenir 30 jours, c'est pas spécialement évident, une astuce qui est assez intéressante et qui est assez visuelle, c'est acheter un calendrier. Un grand calendrier où on voit un mois complet, et on va faire une croix chaque jour où on fait sa routine. Et en fait, tu vas créer une chaîne de croix, tu vas se mettre en place, au fur et à mesure que ça sera très visuel, affiché dans ta cuisine, chez toi, dans ta chambre, peu importe. Et en fait, le cerveau n'aime pas casser les chaînes. Donc visuellement, tu auras un rappel à l'ordre pour te dire faut que je fasse ça, sinon je vais casser ma chaîne. Ça peut aider en tout cas à implémenter une routine. C'est une solution. Ou à la tenir justement quand parfois on est un petit peu border. Ou on a plus de mal, voilà. Ouais. C'est ça, exactement. Et c'est sur ce mécanisme-là que fonctionnent par exemple les applications pour méditer. Petit Bambou, des fois t'es à 100 jours, tu veux aller jusqu'à 101. Tu veux pas t'arrêter sinon tu repars à 0. Oui, c'est vrai, cet aspect visuel, justement, il est matérialisé puisque là tu cites Petit Bambou, effectivement sur les calendriers, en fait il y a les petites pastilles de méditation, voilà, et du coup en fait on n'a pas envie qu'il y ait une journée sans pastilles. Comme Snapchat aussi. Snapchat l'a fait aussi parce que Snapchat au début mettait en place des espèces de petites flammes avec un compteur de jours, on envoyait un snap à quelqu'un. Et personne voulait casser ça. On voulait atteindre des grands chiffres, 100, 200, 300, voire 1 an. Et ça a contribué au développement notamment de l'application. Mais du coup, ça, scientifiquement, c'est prouvé, c'est mis en avant que les gens n'aiment pas casser les chaînes. Le cerveau n'aime pas casser une continuité de choses. Ouais. Ah, d'accord. Et c'est valable pour tout, en fait. Pour tout. Typiquement, si on prend les alcooliques anonymes, c'est pareil. Les gens ont des badges pour fêter leurs 30 jours sans alcool, 60 jours. Ah oui, etc. C'est une chaîne. Ils veulent récupérer les badges. L'image de la chaîne. Ouais, on peut le transposer à plusieurs éléments. Okay. Et sous différentes formes, effectivement, mais les gens n'aiment pas casser une chaîne. Donc visuellement, si on crée une chaîne devant soi, on a du mal à la casser. Donc ça peut contribuer à la mise en place d'une routine. Alors du coup, par rapport à tout ce que tu nous as expliqué là, il y a une question qui me vient assez naturellement, dans le sens où si on incrémente dans sa vie des routines, parce que finalement, derrière le terme routine, on dit pas si c'est bien ou mal, si c'est positif ou négatif. C'est une habitude, routine, c'est une habitude. C'est neutre. Mais du coup, on peut en créer des routines dans sa vie qui finalement sont délétères, et en l'occurrence sur la thématique qui nous intéresse, sur le sommeil. Mais du coup, ce que tu dis, c'est qu'après 90 jours, vraiment la routine, elle est ancrée. Et du coup, on va souffrir de ne pas la faire. Là où je veux en venir, c'est que quand on va mettre en place des routines qui s'avèrent être des habitudes négatives sur la quantité, la qualité du sommeil, mais qu'on fait ça 1 an, 2 ans, 20 ans, en fait qu'on a fait ça toute sa vie, qu'on a finalement appris à ne pas dormir, et ben comment on fait pour casser cette routine qui est là depuis X et X années, et puis pour en implémenter des nouvelles et des meilleures finalement. Est-ce que tu as un exemple de mauvaise routine que tu aimerais casser, ou un exemple assez répandu chez les insomniaques? Oui, alors après il peut y avoir différentes choses, ça va forcément dépendre des personnes qui nous écoutent, mais ça peut être typiquement comme moi je faisais avant, c'est-à-dire je rentre du travail, le soir, je vais faire du sport. D'accord. Je mange et je me mets devant la télévision. Ok, donc rien de bon du tout en fait. En avec gros, les écrans, rien de bon, c'est-à-dire le sport en fin de journée, c'est typiquement pas du tout fait pour moi, et ça j'en parle en long, en large, en travers dans tout ce qui est lié au chronotype. C'était une très mauvaise habitude pour moi, ça stimulait ma production de cortisol, ça m'augmentait la température pour la soirée au lieu de la faire baisser. Et puis du coup je mangeais, je me mettais devant les écrans, et ensuite j'allais me coucher sans aucune transition par rapport à la lumière. Enfin voilà, on va pas reparler de la lumière bleue, on va pas reparler des moments pour soi, du sas de décompression, etc. Mais du coup tout cet enchaînement de choses, c'était une habitude très ancrée pour moi, mais il s'avère que c'était une mauvaise routine. Donc là, pour quelqu'un qui ferait quelque chose de similaire, ou qui aurait l'habitude d'être sur les réseaux sociaux de 22h à minuit parce que la personne ne s'endort pas, ça peut être aussi une habitude. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça finalement? Comment on fait pour casser ça alors qu'on l'a toujours fait? Alors en fait, pour répondre à ta question, le problème c'est que les personnes veulent casser souvent une routine. D'ailleurs, je crois que tu as dit le terme casser de ton côté quand tu m'as posé la question. Il ne faut pas casser une routine. Effectivement, c'est un élément qui est ancré dans sa tête. Un circuit neuronal s'est créé au bout de 90 jours minimum, voire plusieurs années comme tu l'as dit très bien. L'idée, ce n'est pas de casser la routine encore une fois, c'est de la remplacer par une autre.
En fait, l'idée, c'est de créer un nouveau circuit neuronal via une nouvelle habitude qui va se substituer, au bout de 90 jours, à l'ancien circuit que toi, tu veux désactiver. En fait, l'idée, encore une fois, c'est que le cerveau, il est radin. Donc forcément, aujourd'hui, la routine que tu as créée, que tu as mis en place, c'est la moins énergivore pour lui. Donc forcément, l'information passe par ce chemin-là. C'est obligatoire, c'est comme ça. Par contre, si tu mets en place une nouvelle routine qui va progressivement remplacer l'autre, qui va se substituer à l'autre, là tu vas renforcer un nouveau circuit neuronal, l'autre en parallèle, l'ancien va commencer à dépérir, et le nouveau va prendre le dessus sur l'ancien, et là tu pourras justement remplacer ta routine. Non pas la casser, mais la remplacer. Mais alors du coup, est-ce que réellement en 90 jours, tu peux remplacer une routine qui est mise en place depuis 10 ans? Oui. Si tu délaisses progressivement ton ancienne routine et tu mets en place une nouvelle routine, oui tu peux. Et alors comment tu fais? À nouveau, progressivement. On revient exactement au même protocole qu'on a vu précédemment, c'est pas par pas. Tu voulais remplacer, par exemple, la télévision par la lecture. Tu te dis, pour commencer, j'ai 10 minutes, après je mets la télévision. Après, au bout d'une semaine, tu te dis, je laisse une journée complète où je fais que lire, et les autres jours, je garde la télévision. Et je continue comme ça, je t'ai remplacé complètement la télévision le soir. En tout cas, elle a diminué énormément. Et là, c'est intéressant, tu vas progressivement, tu choques pas le cerveau, et tu crées une nouvelle habitude qui sera bénéfique pour toi. Et après, tout l'intérêt, justement, c'est montrer à ton cerveau comme quoi l'habitude est bénéfique pour toi. Et là, il faut le mesurer, tout simplement. Je sais pas si tu as déjà parlé de toi sur le podcast, mais en tout cas, il est conseillé que les insomniaques tiennent un agenda du sommeil. Oui, bien sûr. Pour mesurer le sommeil, l'évaluer, etc. L'idée, ça peut être utiliser l'agenda, en tout cas un modèle d'agenda qu'on trouve sur Internet assez facilement, pour évaluer la qualité du sommeil entre quand je lis le soir et quand je regarde la télévision. Comme ça, on voit pour cet exemple-là, voilà, ça pour peut l'exemple être en question, pris pour quand tout, je en fais du final. sport, quand je mange du sucre ou autre, évidemment. Comme ça, tu vas voir toi précisément, en tant qu'insomniaque, les bénéfices que t'apporte ta nouvelle routine par rapport à l'ancienne. Ce qui va rendre tangible précisément ce que tu fais, ce qui va encore rassurer le cerveau. Donc c'est ce qui fait la différence entre une routine qu'on arrive réellement à implémenter dans son quotidien ou une routine avec laquelle qu'on échoue finalement. C'est ça, la différence, donc, si elle est progressivement, pas à pas, jour après jour, et l'évaluer idéalement. En tout cas, pour supprimer les anciennes routines tenaces comme regarder la télévision le soir, manger le soir tardivement, manger du sucre ou autre. Par rapport au sommeil, encore une fois, bien évidemment, c'est le cas spécifique du sommeil qui me fait dire ça. Ok. Et du coup, peut-être un dernier point par rapport à ce que tu dis. Donc tu dis qu'effectivement, c'est bien de pouvoir tracer et que ça aide à renforcer les routines. Qu'est-ce que tu penses du côté satisfaisant de la routine, tu sais, du côté récompense finalement, de se donner des récompenses? Alors ça rejoint peut-être un petit peu ce que tu disais par rapport à la chaîne des actions, ne pas vouloir couper quelque chose qu'on a fait depuis 7 jours, on veut le faire 10, etc. Mais en tout cas, par rapport à mon expérience personnelle, je trouve que c'est assez puissant le fait aussi de s'accorder des récompenses. Célébrer sa routine. Un petit peu de célébrer, parce que je trouve que ça active quelque chose au niveau du cerveau qui est assez satisfaisant et qui donne encore envie de continuer plus longtemps. Effectivement, c'est intéressant de mettre des jalons, on va dire, pour célébrer ses routines. Par exemple, toutes les semaines. Tu veux méditer, pendant 7 jours tu médites, t'as fait tes croix sur le calendrier. Le dimanche, tu t'accordes, je sais pas, un concert, une musique, une bonne lecture, un truc qui te fait plaisir en tout cas. Pour célébrer ces 7 jours de suite. Effectivement, au niveau du cerveau, ça joue sur un élément dont tu as peut-être parlé déjà, qui s'appelle la dopamine. Ça joue sur un circuit qui s'appelle le circuit dopaminergique. Alors la dopamine, c'est quoi? C'est l'hormone du plaisir, tout simplement. Et en fait, ce qui est intéressant avec cette hormone-là, c'est qu'elle n'est pas libérée quand le plaisir arrive. Elle arrive en anticipation d'un plaisir. Donc, précisément, ce que tu vas faire quand tu vas mettre en place une routine, par exemple méditer tous les jours, tu sais que le 7e jour, tu as une récompense particulière. Ça peut être un repas en particulier. Moi, j'aime bien les ormerettes, par exemple, des ormerettes. Je sais pendant 7 jours que la dopamine va se créer, va se mettre en place pour anticiper la récompense que je vais avoir. Ce qui va m'aider potentiellement, moi, à tenir ma routine. Ok, d'accord, c'est intéressant. Et donc ça joue pour tenir la routine, parce qu'effectivement, comme je le disais en introduction, il suffit pas juste de le vouloir pour implémenter une routine, il faut aussi le tenir, le suivre. Et donc ça, c'est un élément qui rentre en compte. Est-ce que tu avais autre chose à nous dire par rapport à la mise en place des routines, à la puissance finalement des routines par le cerveau et en tout cas vis-à-vis du sommeil? Par rapport aux routines, non, mais le maître mot à retenir, c'est y aller progressivement, c'est tout. Ne pas vouloir changer sa vie du jour au lendemain. Tranquillement, on y va, comme pour un fumeur. On coupe pas du jour au lendemain. On baisse ses cigarettes au fur et à mesure, jusqu'à ce que les mauvaises habitudes partent, tout simplement.
Donc c'est progressivement, c'est pas à pas. Faut mieux commencer par 5 minutes de méditation par jour, plutôt qu'un quart d'heure. Et après, on augmentera au fur et à mesure que la routine sera installée dans le cerveau. Et donc, pour terminer, donc en dernière partie de ce petit échange, tu voulais nous parler d'un dernier point, quelque chose avec lequel tu es familier, mais plutôt dans le sens peut-être plus performance, productivité, mais c'est également complètement lié au sommeil. Alors, dis-nous de quoi il s'agit et explique-nous tout ce que tu voulais nous partager. Alors cette chose, ce sont les ondes cérébrales. Tu connais, je connais, on s'en sert souvent. D'ailleurs, pour des raisons qui sont différentes. En fait, il faut savoir que le cerveau est régi par des ondes électriques. Tout simplement, c'est ça qui va faire cheminer les informations dans le cerveau entre les neurones. Ok. Et dans les neurones plutôt d'ailleurs. Et en fait, il existe différents... Oui, parce qu'entre les neurones, oui, c'est chimique. Ouais. Pardon, c'est une petite confusion. Et en fait, il existe différentes ondes dans le cerveau qui vont chacune correspondre à un état dans lequel on est. Un état d'excitation, de relaxation, de stress ou autre. Alors, j'ai pris mes notes, bien évidemment. Il y a donc 5 types d'ondes. Les ondes delta, qui correspondent aux ondes du sommeil profond, donc NREM. Les ondes θ, qui correspondent à la relaxation profonde. Par exemple, quand tu médites, tu es en onde θ. Les ondes alpha, après, qui sont liées à la relaxation légère et au calme. Après, tu as les bêta et les gamma, qui sont liés à la productivité, à la concentration, dans un but d'efficacité professionnelle. Et en fait, il semblerait, d'après les dernières études scientifiques, que si on soumet son cerveau à ce type d'onde-là, spécifique, on peut induire le comportement qu'il va avoir et l'état dans lequel il va être. En fait, quand tu vas sur YouTube, tu tapes par exemple onde bêta, tu vas avoir des musiques. Oui, c'est ce que j'allais te demander, voilà. Parce que du coup, c'est... Oui, il faut pas un protocole, faut pas des machines spéciales. Ça peut peut-être, voilà, être intéressant d'expliquer qu'on se broche pas des électrodes sur le cerveau. Non, pas du tout. En fait, tu vas sur YouTube, tout simplement, tu mets des écouteurs idéalement, et tu tapes par exemple onde bêta, onde gamma, onde θ, onde alpha, peu importe, selon l'état dans lequel tu veux être, et en mettant ton casque, en lançant un playlist, logiquement, les ondes du cerveau vont se synchroniser par rapport à la fréquence de la musique que tu vas écouter, qui est calquée, elle, également, sur ces ondes-là. Donc toi, tu t'en sers au niveau de l'efficacité Totalement. professionnelle. Moi, je mets tout le temps en onde bêta. Et bêta et gamma. Tu as ressenti des différences par rapport à ça? C'est significatif pour toi? Je les ressens, moi, oui, effectivement. Ça commence à être prouvé par la science, par les neurosciences. Après, moi, j'ai jamais essayé réellement par rapport au sommeil ou autre, mais effectivement, en termes de productivité, ça, j'ai essayé, et pour moi, ça fonctionne efficacement. Et je le conseille souvent aux personnes que j'accompagne, d'ailleurs. Tu peux peut-être simplement redonner aux personnes qui nous écoutent les différentes ondes. Ouais, ça justement, marche. Par exemple, on est en plein réveil nocturne, ouais. On se réveille la nuit, on a vraiment une angoisse en fait, une anxiété en nous, du coup. Okay. Et on peut pas retrouver le sommeil comme ça du tac au tac. On se prend une petite musique qu'on a téléchargée parce que forcément moi je conseille d'avoir le Wi-Fi allumé et d'être connecté la nuit, donc on peut télécharger ça. On se met je peux pas dire musique, donc finalement cette playlist dans les oreilles. C'est ça, d'ondes, on va dire. Ces ondes dans les oreilles. Et là, du coup, ça apaise. Donc, est-ce que tu peux redonner le type d'onde? Ça serait les ondes alpha idéalement. Donc, les ondes sont liées à la relaxation et au calme. Donc, en fait, tu mets ton casque, tu mets tes ondes, tu fais un peu de bailliage corporel, un peu de méditation, un peu de respiration. Et logiquement, ça devrait favoriser la relaxation et le retour au calme. Ouais, et donc, la baisse du cortisol. Avec, justement, c'est un complément, en fait. C'est pas une solution miracle. C'est pas salvateur, mais c'est un complément qui peut aider. Ok, donc c'est à tester par tout le monde et puis après chacun voit si ça lui correspond ou pas finalement. Bien sûr. Ok, super intéressant. Du coup, ce dernier point, est-ce qu'il y a des playlists que toi tu recommandes qui sont mieux que d'autres? Enfin, je veux dire, est-ce qu'il y a quelque chose à regarder pour bien choisir ou est-ce que vraiment tout se vaut et puis après voilà on prend? Non, tout se vaut. Après, c'est la fréquence qui est similaire, mais tout se vaut réellement. Moi, par exemple, en termes d'ondes bêta, j'écoute plusieurs musiques qui durent plus de 2 heures des fois, et chacune est spéciale, mais chacune a cette même fréquence qui est sous-jacente en fait. Ah donc là après, c'est de la musique du coup. Bah ça forme des sons en fait. La musique c'est de l'onde. Ça forme des sons un peu, c'est pas réellement de la musique, y a pas des instruments, mais tu vois des fluctuations, des variations d'ondes, etc. En fait, les ondes varient dans le spectre, dans la fourchette qui correspond à θ, à bêta, à gamma, à alpha. Donc forcément, les variations font changer le son. Mais il y en a pas que sur YouTube aussi, il y a peut-être des applications qui font ça. Il y a peut-être des applications, il y en a certaines, par exemple, il y a Noisily, je sais, qui existe, après la plupart sont payantes. C'est le problème aussi. Donc pour tester, commencez par YouTube. Après les applications peuvent s'imposer d'elles-mêmes, mais je pense pas que ça soit une obligation aujourd'hui. D'autant plus le soir, on veut se poser, la nuit, on est réveillé, on va pas prendre le temps d'aller chercher l'application, etc. YouTube, on lance la vidéo, c'est fait. Je pense que c'est plus simple, en tout cas, de mon point de vue. D'accord, ok. Super intéressant. D'autres questions? Non, je pense qu'on a fait le tour. Merci de nous avoir éclairé sur tout ça. Merci à toi. Est-ce que tu veux simplement dire un petit mot sur toi, du coup, ton activité, parce que je disais en introduction que voilà, tu
tu accompagnais les salariés ou les cadres qui souhaitent surperformer dans le monde professionnel, en tout cas monter en compétences. Et ça, c'est grâce aux neurosciences que tu décortiques, que tu analyses, et tu en déduis finalement des leviers à activer et des choses à faire pour être plus performant. C'est ça. Tu veux en dire quelques mots puis peut-être parler de ton podcast, puisque voilà, du coup on a une rencontre de podcast aujourd'hui. C'est ça. Non, mais simplement, effectivement, ma passion, c'est le cerveau, c'est l'évolution et c'est son fonctionnement. Donc, ce que je fais dans mon podcast, c'est que je décrypte le fonctionnement du cerveau pour l'expliquer aux personnes et pour optimiser après leurs compétences grâce à la compréhension des mécanismes du cerveau. Tout simplement. On parle du cerveau et on optimise les compétences grâce à ça. Mon podcast s'appelle Soft Skiller. Peut-être que je vais les player. Donc, SOFT-Skiller, donc SKILLER. Il est disponible partout, tout comme celui d'Aurélie. Et il sort tous les lundis à 7h du matin. Ok, ça marche. De toute façon, je mettrai le lien dans la description. Ouais. Ce sera sachant que tu es passé également, toi, sur mon podcast, il y a à peu près un mois, je dirais. Oui, à l'inverse, pour parler du sommeil. C'est ça, exactement. Parce qu'effectivement, forcément, le sommeil, bon là, on parle bien sûr d'insomnie chronique, malheureusement, mais le sommeil étant un pilier fondamental de la santé et du cerveau. Et de la performance professionnelle aussi. C'est ce que j'allais dire. On est obligé d'optimiser son sommeil pour être plus performant au travail. Donc c'est vrai que même ce qu'on fait là en sortant de l'insomnie chronique, bien sûr que ça a des répercussions sur son bien-être au quotidien, sur sa santé, mais aussi sur l'efficacité, la le concentration, point de vue professionnel, sa carrière, etc. Sur tout ça. Exactement. Ça englobe beaucoup de choses, ouais. Super, merci Jérémy en tout cas, et à plus tard. À plus tard. Voilà, j'espère que cet épisode un petit peu hors série, un petit peu différent de d'habitude, vous a plu et que vous en avez appris plus sur les routines. Donc c'est vrai que s'il y a une chose à retenir de ce podcast, c'est que les routines, certes, c'est la clé. C'est la clé pour sortir de l'insomnie chronique. On en a besoin, mais par contre, il faut le faire de façon intelligente, je sais pas si le terme est bien utilisé, mais en tout cas de façon adaptée par rapport à ce dont son cerveau a besoin, c'est-à-dire de façon progressive. Si vous avez apprécié cet épisode et si plus généralement vous aimez le travail que je vous propose sur Insomnie hors de mon lit, n'hésitez pas à prendre le téléphone ou la tablette d'un proche, d'un ami pour noter le podcast sur Apple Podcast, pour me mettre 5 petites étoiles. C'est pas grand chose pour vous, mais ça soutient énormément mon travail et donc si vous prenez le temps de le faire, je vous en remercie d'avance. Je vous retrouve mercredi prochain pour la newsletter et sinon vendredi pour un prochain épisode. Prenez bien soin de vous.